Les girafes de Rothschild sont les moins nombreuses. Il en reste environ 670. Leur espèce est vraiment menacée. En fait, au Kenya, la faune est derrière des clôtures. Peut-être qu'un jour, on pourra les ouvrir. Comme les charognards ne l'ont pas touché, vous savez qu'il a été empoisonné. Oui, Combien vont-ils toucher pour l'ivoire? ils vont les revendre autour de 6 000 $ le kilo. Ceux qui ont vu leur mère se faire tuer par des hommes auront du mal à accepter une famille composée d'êtres humains. Ça va prendre du temps. N'oublie pas que ce sont les plus gros tueurs au Kenya. Ils sont très dangereux. La nuit, s'ils vous voient, ils vous prennent pour un ennemi. À cause des engrais, les jacinthes d'eau prolifèrent. Là-bas, il y a un endroit où elles ont entièrement recouvert une partie du lac. Il y a beaucoup de plantations autour qui utilisent l'eau du lac. Grâce à nos efforts, nous prélevons seulement la moitié de nos besoins en eau dans le lac. Notre empreinte écologique est donc très faible. Nairobi, capitale du Kenya, un pays grand comme la France qui accueille 40 millions d'habitants. Marqué par un passé colonial britannique, c'est le pays des premiers safaris. D'ailleurs, en swahili, safari veut dire voyage et le mien commence par un sentiment contrasté. Comment ces énormes marabouts peuvent supporter une telle pollution? Comme si l'homme créait un écran de fumée pour se protéger d'une faune africaine parfois hostile. Celui-ci, c'est un acrobate. Ouais, mais je préfère les animaux. Je quitte la ville pour m'enfoncer au cœur du pays. Je vais essayer de comprendre comment les Kenyans cohabitent avec l'une de leurs plus grandes richesses, la faune sauvage. La première étape de mon voyage est la réserve de Kijio, un sanctuaire de quelques kilomètres carrés enclavé par d'immenses fermes d'élevage. C'est un refuge pour les girafes de Rothschild, découverte au début des années 1900 par Lord Walter Rothschild. Elles font aujourd'hui partie des espèces les plus menacées. Tony Kipkurui est l'un des responsables de la réserve. Il accueille tout au long de l'année des éco-volontaires venus des 4 coins du monde. Quelle est la taille de cette réserve? Elle fait environ 1400 hectares. Tu penses que la meilleure solution pour les animaux sauvages, c'est les petites réserves? Quand on travaille sur des espèces en voie d'extinction, on doit suivre leurs mouvements et faire un tas d'activités d'observation et de monitoring de ces espèces. Et quand elles sont dans de grands espaces, avec quelquefois des zones inaccessibles, ça devient très dur de comprendre le comportement de ces espèces. Donc si tu veux vraiment récolter le maximum d'informations, particulièrement sur des espèces menacées, les petites réserves sont les espaces les plus adaptés. Vous faites une tournée tous les matins comme ça? Oui, tous les matins. On va vadrouiller partout dans la réserve pour trouver plus de girafes aussi. D'habitude, ça ne prend pas autant de temps, une demi-heure maximum. Là-bas, il y en a une. Il y a combien de girafes dans la réserve? On en a 26. Et au départ, vous en aviez combien? On a commencé avec 8 girafes. 8 girafes? Et j'imagine que vous en avez déjà envoyé dans d'autres parcs. On vient d'en envoyer 3 dans une réserve de Nakuru et 4 à Nairobi. Ah, c'est bien! En Afrique, on a 9 sous-espèces de girafes. Sur ces 9 sous-espèces, 3 vivent au Kenya. Nous avons la girafe Maasai, avec à peu près 40 000 individus et plutôt bien répartis dans le pays. Ensuite, nous avons la girafe réticulée, qui doit avoir environ 20 000 individus. Quelque chose comme ça. Et pour finir, la girafe de Rothschild, qui a la population la plus faible, environ 670 individus. Moins de 1000. Oui, L'espèce est vraiment en danger. oui.
en voie d'extinction. Donc là, on a pris des photos des girafes et le but c'est d'identifier en reconnaissant les taches qui sont sur le cou. T'as le temps de voir le sexe ou pas? Je pense que c'est Peggy ou Maggie. Les taches des girafes, elles sont c'est comme une empreinte digitale quoi, pour nous. Ouais. Sur la photo qu'a pris Juliette, on peut voir qu'en haut du cou, la girafe a une tache en rectangulaire et en dessous une sorte de tache en fer de lance. Et tu retrouves la tache ici. Je me demandais si quelqu'un pouvait m'expliquer l'origine du nom latin de la girafe. Non, j'en sais rien. Tu peux nous expliquer? Le nom latin est Giraffa camelopardalis. Et j'ai entendu dire que ça vient d'une légende. Il y a très longtemps, les gens pensaient que la girafe était un croisement entre un chameau et un léopard. Ah, je savais pas. Tony me confie que les lions ou les rhinocéros sont beaucoup plus étudiés que les girafes. Mais impossible de tenter d'enrayer l'extinction d'une espèce sans comprendre parfaitement son comportement. Depuis la création de la réserve en 1997, tous les matins, une équipe part sur le terrain pour compiler un maximum d'informations. J'aime bien quand ils ont la queue dressée comme ça, c'est marrant, on dirait des antennes. Bien connaître une espèce, c'est aussi bien connaître ses habitudes alimentaires. La girafe est un herbivore qui peut manger jusqu'à 60 kg de feuilles par jour, et pour une petite réserve comme Kijio, l'impact n'est pas négligeable. Ici, tu peux voir que presque toutes les feuilles de cet arbre sont mortes. Tout ça, c'est à cause des girafes? Oui. Ils ont été tondus par la girafe, tu vois. En plus, elle fait qu'avec des petites brochettes. Si on casse un bout de branche, Elle est morte. ouais, c'est du bois mort. Les branches sont sèches. Cette mort a été provoquée par un broutage intensif. Et cet arbre-là, C'est supposé être un arbre. cet arbre, regarde comme il se maintient au niveau du sol. Quand les arbres poussent, s'il y a trop de girafes, ils ne grandissent pas. C'est extrêmement important de bien connaître la capacité d'accueil d'un petit écosystème comme le nôtre. Il ne faut surtout pas laisser le nombre de girafes dépasser la capacité d'accueil du lieu. Les feuilles d'acacia sont les mets préférés des girafes, et même si ces arbres sont forcément vulnérables, ils savent quand même s'adapter à leurs prédateurs. Ces plantes ont des systèmes de défense contre leurs prédateurs. Elles ont des fourmis à l'intérieur. L'arbre fournit un abri aux fourmis avec ses boules, mais également un nectar qui nourrit les fourmis. Un jus. En retour, la plante est protégée des herbivores. Parce que quand les herbivores essayent de manger les feuilles, les fourmis les mordent. C'est exactement ça. Tu peux voir aussi que ces plantes ont des pics qui empêchent les animaux de venir les brouter. Depuis des milliers d'années, les acacias évoluent au contact des girafes et ils s'adaptent. Ici, tu vois la façon dont ils sont imbriqués l'un dans l'autre. De cette façon, si la girafe veut brouter, elle ne le fait que sur la périphérie. Elle ne peut pas mettre sa tête dedans. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'acacias comme ça. C'est un jeu entre le prédateur et la proie qui essaie toujours d'être plus malin que l'autre. Cette plante trouve un mécanisme de protection et l'herbivore s'adapte et trouve alors autre chose. L'évolution des espèces est le témoin fascinant de cette capacité de la nature à s'adapter lentement au changement. Mais quand l'activité humaine bouillonnante entre en interaction avec elle, les effets sont souvent violents et destructeurs. Kijio est un îlot dédié à la nature. L'écosystème du parc est isolé par des clôtures électriques. En ce moment, c'est la saison des pluies et tu peux voir la quantité d'herbe qu'il y a à l'extérieur de la réserve. Maintenant, regarde l'herbe qu'il y a dans la réserve et vois la différence. Elle est plus rouge mais beaucoup plus grande. Elle est abondante ici et là-bas, il n'y a pas d'herbe.
S'il n'y avait pas ces clôtures, la concurrence entre les moutons et les vaches et la faune sauvage serait très importante. Ces animaux viendraient certainement dans la réserve et peut-être qu'ils se feraient tuer par un léopard. Ça ne ferait qu'attiser les conflits entre les hommes et la faune sauvage. Autre chose qui pourrait se passer, si certains de ces animaux ont des maladies, elles pourraient passer du bétail aux animaux sauvages. En fait, au Kenya, la faune sauvage est derrière des clôtures. Peut-être qu'un jour on pourra les ouvrir. Quand les paysans se rendront compte qu'investir dans le tourisme et créer des réserves est vraiment rentable, ils le feront. Les animaux sauvages ont besoin d'un écosystème, et les êtres humains également. Donc ils doivent d'une certaine façon apprendre à coexister. Le gouvernement devrait aussi apporter des idées aux communautés qui vivent au milieu de la faune sauvage pour qu'ils en tirent profit. Dans les semaines à venir, Tony va accueillir de nouveaux éco-volontaires. En plus d'aider aux travaux de monitoring et d'entretien du parc, pour Tony, ce sont autant de futurs ambassadeurs qui repartiront chez eux transmettre les valeurs de la préservation de la nature. Au Kenya, il y a près d'une quarantaine de parcs nationaux et de réserves qui sont gérés par le Kenya Wildlife Service, un puissant organisme d'État chargé de la préservation de la faune et de la flore. Après 300 km et 6 heures de 4x4, j'arrive dans le plus grand parc du pays, Tsavo. Ce sont 13 000 km² non clôturés que se partagent entre autres les fameux Big Five africains. Lions, léopards, rhinocéros, buffles et éléphants. Depuis 1977, le Kenya a interdit toute forme de chasse sur son sol, mais les éléphants restent convoités pour leur ivoire qui se revend à prix d'or. Estimé en Afrique à 5 millions au début du XXe siècle, il en resterait environ 500 000 aujourd'hui. En 2012, sur le sol africain, près de 30 000 éléphants ont encore été massacrés pour leur ivoire. Ce matin, j'ai rendez-vous avec William Tanui, le commandant de la brigade anti-braconnage du KWS. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien et vous, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Jambo, Mana. Jambo. Nice to meet you again. Enchanté, on peut y aller? We can go. Be careful. Vous savez, on n'est pas là pour vous protéger seulement des braconniers. On vous protège aussi des animaux sauvages, comme les éléphants, les lions. Dans ce parc, ils peuvent vous attaquer. Donc, vous devez être escorté et bien sûr, rester sur vos gardes. Non, on croise des éléphants. Les braconniers utilisent plusieurs méthodes. Premièrement, il y a les armes à feu. Deuxièmement, les flèches empoisonnées. Troisièmement, la nourriture empoisonnée. Ils creusent aussi parfois des gros trous sur les chemins empruntés par les animaux et ils placent une lance au fond qui transperce les animaux en tombant. Là-bas, vous pouvez voir qu'il y a un village. La plupart des braconniers viennent des villages qu'il y a dans le parc. Combien de villages y a-t-il dans le parc? Dans la partie sud, il y en a au moins une cinquantaine.
154 rangers se relaient pour traquer les braconniers. Certaines patrouilles passent la nuit dans le bush. Des avions sont prêts à décoller à la moindre alerte. Et William m'a même confié qu'ils ont des espions dans les villages alentours. Malgré tout, en 2012 au Kenya, 384 éléphants ont été tués pour leur ivoire. Comme les charognards ne l'ont pas mangé, on sait qu'il a été braconné. Yeah. Ah, ok. Comme les charognards n'y touchent pas, vous savez qu'il a été empoisonné. Oui, et il l'avait recouvert pour ne pas que les patrouilles aériennes le voient. Comment ils prélèvent l'ivoire? Ils utilisent une hache, ils tranchent directement à la base et ils repartent avec les défenses, avec l'ivoire. Et combien ça leur rapporte l'ivoire? Pour eux, très peu d'argent. Ils les revendent autour de $1000. 1000 $ pour 2 défenses? Pour une seule. C'est celui qui va les revendre ensuite qui va se faire beaucoup d'argent. S'il les achète $1000, il peut les revendre $6000 le kilo. Quelles sont les peines encourues par les braconniers? Ils prennent 15 ans maintenant. Et une amende? Oui, à partir de $10 000. Et s'il n'y avait pas de rangers? Sans les rangers, il n'y aurait plus d'éléphants. Tous les éléphants du parc? Sans les rangers, oui. Les 12 000? Vous devez être vraiment fiers quand vous arrivez à arrêter un braconnier. Oui, c'est vrai. C'est une fierté. C'est une femelle. En général, quand elles ont des bébés, on les retrouve qui errent autour. Ils restent auprès de leur mère? Oui, c'est ça. Ils restent avec elles. Dans ces cas-là, on les capture et on les envoie à l'orphelinat. Depuis des années, il existe au Kenya des structures qui accueillent les éléphantaux orphelins. Si leur mère est tuée avant qu'ils aient 2 ans, ils sont incapables de survivre seuls dans le bush. Pourquoi le Kenya est-il si engagé dans la protection de la faune sauvage? Pourquoi ce pays se montre aussi ferme avec le braconnage? Parce que ça touche notre économie. Si les braconniers font disparaître la faune sauvage, que vont faire les touristes? S'ils viennent et qu'ils ne voient pas d'animaux sauvages, ils ne reviendront plus. Et ça affectera notre économie. En 1989, le gouvernement kényan décide d'affirmer sa position aux yeux du monde. Il brûle 12 tonnes d'ivoire de contrebande saisie pour une valeur marchande de 3 millions de $. Quelques mois plus tard, une commission internationale vote l'interdiction complète du commerce de l'ivoire. Mais la rareté stimule la demande et le braconnage n'a cessé d'augmenter ces dernières années. William m'a intriguée au sujet des orphelinats d'éléphants. Je suis retournée à Nairobi à l'orphelinat David Sheldrick, du nom d'un ancien directeur du parc de Tsavo qui a passé sa vie à défendre les éléphants. L'orphelinat Sheldrick. C'est parti. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Il est super tôt. Pas tant que ça. Ah bon? J'ai entendu dire que les gardiens dorment avec des éléphantaux. Oui. Tu me montres? Peut-être qu'ils dorment encore. Ce n'est pas un lève-tôt. Désolée, bonjour. Good morning. Bonjour. Salut toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a trouvé dans un trou d'eau. Dans un trou d'eau? Oui. Et sa mère? Ils ont certainement essayé de le sortir de là sans succès, alors ils l'ont laissé derrière eux. Pourquoi il y a un gardien par éléphanto? D'abord pour la compagnie, mais aussi parce qu'on doit les nourrir toutes les 3 heures, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils sont complètement dépendants du lait. Ils ne pourraient pas survivre sans.
Bonjour. Bonjour, ça va? Et vous? Celui-là est vraiment tout petit. C'est le plus jeune. Salut toi. Elle a presque 3 mois. 3 mois? Sa mère a été tuée? On n'en est pas sûr. En fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé parce que le secteur où on l'a trouvée est très bien protégé. Et on l'a trouvée au milieu d'une piste d'atterrissage. On l'a appelée Ajabu, ce qui veut dire en swahili « mystère ». Mystère. Le centre a été créé par Daphne Sheldrick, la femme du directeur du parc de Tsavo. Elle a passé des années à chercher comment se substituer à la mère d'un bébé éléphant et répondre à ses besoins vitaux. L'orphelinat accueille aujourd'hui 23 éléphantaux qui seront réintroduits à Tsavo à l'âge de 2 ou 3 ans. La plupart d'entre eux ont perdu leur mère. Mais il y en a énormément qui meurent dehors avant qu'on puisse les identifier et les secourir. Ceux qui sont là sont les plus chanceux, ceux qu'on a sauvés. Bonjour, bonjour. Quand ils arrivent à l'orphelinat, certains d'entre eux sont traumatisés par leur séparation avec leur mère et leur famille. Et selon les causes de cette séparation, ça va prendre du temps. Certains d'entre eux ont associé l'homme à leur douleur, c'est ça? Oui, ceux qui ont vu leur mère se faire tuer par des hommes auront du mal à accepter une famille composée d'êtres humains. Ça va prendre du temps. Vous êtes là tous les jours? Oui, c'est ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 24 jours dans le mois. On dirait des mamans fatiguées. Mais des bonnes mamans. Tu es marié? Oui, pourquoi? Je me demandais si ta femme était jalouse des éléphants ou si elle voulait pas venir dormir ici. Le truc, c'est qu'elle doit coopérer. Elle doit me laisser cette opportunité. Tu as des enfants? Oui, Elle est seule avec eux? oui, elle s'occupe des enfants pendant que je m'occupe des éléphants. Quand tu l'appelles le soir, tu lui dis « Je suis en train de donner un biberon, et toi? Moi aussi ?» C'est exactement ça. C'est du lait pour bébé? Oui, tout à fait. The first infant milk. C'est du lait infantile. Les gardiens donnent du lait pour bébé car le lait de vache ou de chèvre n'est pas assez nourrissant pour les éléphantaux. Environ 600 litres de lait et 200 biberons sont préparés tous les jours pour les pensionnaires du centre. Donc ils ont besoin de biberons jusqu'à 2 ans. Oui, et à 2 ans, on commence à réduire la fréquence des biberons. On leur en donne toutes les 6 heures. Et à quel moment vous arrêtez complètement de leur donner du lait? Entre 5 et 6 ans, mais naturellement, ils dépendent du lait maternel jusqu'à au moins 2 ans et demi, voire 3 ans, quand ils sont dans la nature. Parce qu'après, le bébé suivant arrive. Oui, mais avec nos bébés, comme ils ont été privés de l'affection de leur mère, nous essayons d'allonger la durée. On ne veut pas les stresser en supprimant brutalement les biberons. On le fait petit à petit, en leur laissant un temps d'adaptation. Vous êtes des bonnes nounous, très prévenantes, très attentionnées. Oui, C'est là qu'ils entrent en scène. Ok, je pose ici. Chacun a son biberon. Les prénoms sont dessus. Ça, c'est le biberon du tout petit bébé. Basilinga. Passelinga arrive. Ok. Oui, il arrive. Ne casse pas tout. Balibouda, balibouda, balibouda. Nilimaliza sasa.
Oui, oui, oui. Celui-là, voilà. Il ne plaisante pas avec la nourriture. Non, c'est sûr. Regarde ça. Ils ont sucré ça en 3 minutes chrono. J'ai la tienne, voilà. Regarde ma fille. T'es un grand garçon, toi. Allez. Tu voudrais, hein? Ah voilà, regarde, on va très bien. Très belle molaire. T'as vu? Donc ils n'ont pas d'incisives, ils ont des bonnes molaires comme tous les herbivores parce qu'il faut bien qu'ils broient l'herbe et des défenses. Toutes les incisives ont disparu au profit de la trompe en fait, qui leur sert d'organe de préhension. Donc ils n'ont plus besoin d'incisives. Les défenses poussent à partir de l'âge de 2 ans. À partir de quand les braconniers s'intéressent à eux? À partir de 20 ans, ils ont de grosses défenses et les braconniers commencent à les tuer. Ok, à 20 ans. Les éléphants sont comme les êtres humains. On en a déjà soigné tellement qui ont été réintroduits dans la nature et qu'on a pu revoir ensuite. Quand vous les appelez, ils viennent, parce qu'ils se souviennent de vous. Vous voulez dire en pleine nature? Oui, et quand je les appelle, ils viennent. C'est pas vrai. Oui, oui. Combien de temps après? 5 ans, parfois même 10 ans. Vous deviez être si ému. Oui, ils se rappellent de tout. Si vous avez été leur gardien et que vous les retrouvez dans la nature, ils vous reconnaissent. Une mémoire d'éléphant. Plus je passe du temps auprès d'eux et plus je leur trouve quelque chose d'humain. Je suis complètement sous le charme et je décide de retourner à Tsavo pour visiter l'autre partie de l'orphelinat. Ici sont accueillis les éléphants à partir de 2 ans pour être progressivement réintroduits dans le bush. Joseph Sony, le responsable de l'antenne de Tsavo, nous attend. Il veut nous présenter un pensionnaire arrivé il y a quelques jours, un éléphanto malchanceux. Enchanté, Joseph. Moi aussi. Tu nous attendais? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est à cause d'un piège métallique. Elle s'est pris le pied dedans, elle a ralenti sa famille pendant des semaines et ils ne pouvaient plus attendre car ils se déplacent pour trouver de la nourriture. Alors ils l'ont abandonnée. Quand elle sera remise, elle se joindra à un groupe d'autres orphelins. Elle sera introduite dans des groupes présents non loin d'ici et elle choisira celui qui lui convient et elle aura alors une nouvelle vie. Ici, nous les accompagnons dans un processus de réintroduction à la vie sauvage. Ils sont très indépendants et n'ont pas de lien aussi fort avec les êtres humains que ceux de l'orphelinat. Ils savent qu'ils appartiennent à la vie sauvage et pas à une famille d'hommes. « 11h du matin. Tous les autres pensionnaires sont dans le bush avec leurs gardiens. Le centre est en plein cœur du parc national et les jeunes éléphants y passent leur journée pour se réacclimater avec leur milieu. Quand la nuit tombe, ils regagnent l'orphelinat, mais avec le temps, certains préfèrent passer une nuit dans le bush, puis 2, et laissent peu à peu leur famille d'adoption pour rejoindre une famille d'éléphants sauvages. Un peu comme un adolescent qui quitte progressivement le foyer familial. Même s'ils trouvent de la nourriture autour d'eux, les gardiens continuent de les nourrir au lait de bébé jusqu'à 5 ans environ, un peu plus longtemps que s'ils dépendaient encore de leur mère. Plus âgés que ceux de Nairobi, ils sont aussi plus gros et certains dépassent déjà 1 tonne. C'est bon, tout va bien. En fait, j'ai un biberon dans la main, donc... Quand ils arrivent, personne ne peut les arrêter à part un gardien, car il les respecte. Quand ils arrivent, ils sont comme des gamins qui se bagarrent pour avoir une bouteille, mais ils ont des défenses. Alors on doit leur dire stop, stop, stop jusqu'à ce qu'ils se calment. Jusqu'à ce qu'ils soient plus tranquilles. Combien d'éléphants ont été relâchés dans la nature? Dans la partie est du Tsavo, 175.
On a vu certains d'entre eux fonder leur propre famille. C'est bien. Un a fondé une famille de 5 et une autre a donné naissance à plusieurs petits. Super. Le bain de boue, c'est pour se rafraîchir et pour recouvrir leur peau, pour réhumidifier un petit peu leur peau. Puis après, il y a tout un cérémonial où on se jette de la terre pour asphyxier tous les parasites externes. Donc on se rafraîchit, on se lave et après on se débarrasse des puces. Il n'y a pas plus propre qu'un bain de boue. Bon, on fait ça dans les spas quand même. Hein. Un des plus beaux souvenirs que j'ai avec les éléphants est un jour où je suis sorti avec les orphelins et où l'on a été attaqué par des lions. Il y avait un groupe de lions assis juste à côté et on est tombé dessus par accident. Ils se préparaient à charger, ils voulaient nous attaquer. Les éléphants se sont rapprochés de nous et ils ont commencé à charger les lions et à les repousser. Et ils se sont mis autour de nous pour nous mettre en sécurité. On ne pouvait pas y croire. Ces éléphants qu'on soigne et qu'on protège, en pleine nature dehors, ils nous protègent eux aussi. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Quand un éléphant vous montre autant d'amour, c'est la plus belle chose au monde. Ces animaux me fascinent avec leur comportement si semblable au nôtre. Joseph m'a confié que quand un ancien orphelin se blesse dans le parc, il revient tout seul à l'orphelinat pour se faire soigner et y reste le temps de sa convalescence. Il reste aujourd'hui moins de 30 000 éléphants au Kenya et moins de 500 000 sur le sol africain. Les plus alarmistes annoncent l'extinction d'espèces d'ici 15 à 20 ans si la demande d'ivoire, en particulier dans les pays asiatiques, ne diminue pas. Je continue mon voyage au Kenya en m'enfonçant au cœur de la vallée du Rift. La région comporte beaucoup de lacs et d'étangs, l'habitat par excellence de l'hippopotame. Cette zone verdoyante et abondante en eau attire aussi beaucoup de monde. Thank you, Jackson. Les villes ne cessent de s'agrandir et d'empiéter sur l'habitat des hippopotames. On est vraiment tout près de la ville. J'ai rendez-vous avec Edwin, un guide local qui doit me présenter Samson et Anne, des villageois qui vivent en face d'une colonie d'hippopotames. Bonjour, tu dois être Edwin? Enchanté. Enchanté. Bonjour, Mana, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors, vous venez de ce village? Oui, c'est ça, on vient de Mango. Manguo. Ça veut dire hippopotame. Vraiment? Il y a beaucoup d'hippopotames par ici? Oui, il y en a juste là. Ah oui? Ils sont en dehors de l'eau. On peut s'approcher? Oui, allons-y. Je peux les toucher? Non, non, Je sais, je ne suis pas folle. il y a des hippopotames en France? Non, on n'en a pas. Et des éléphants? Non plus. Pas d'hippo et pas d'éléphant. On a des cerfs. Ils vivent dans la neige? Oui, ils peuvent. C'est une image assez exceptionnelle. On a un groupe d'hippopotames, c'est l'après-midi, et ils sont en dehors de l'eau. Habituellement, les hippopotames, ils n'ont pas vraiment moyen de réguler leur température, donc tant qu'il fait chaud, ils sont dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut les approcher sans trop de risques la journée, parce que tant qu'ils sont dans l'eau, on a le temps de partir en courant. Et là, ils se reposent dehors, vraisemblablement parce que l'eau est trop froide. Donc c'est la séance bronzette. Si on s'approche trop près d'eux, qu'est-ce qu'il peut se passer? Ils te tueraient? Ils me tueraient? Oui. Ces animaux sont très dangereux. N'oublie pas que ce sont les plus gros tueurs au Kenya. Ils sont très dangereux. Ils n'ont pas l'air. Si tu t'approches, tu vas les voir ouvrir grand la bouche. On pourrait croire qu'ils sont en train de bâiller, mais pas du tout. C'est un signe d'agressivité. Ils peuvent te tuer. S'ils décident de te courir après,
Ils courent plus vite que moi. Oui, ils sont plus rapides. Et toi, Anne, ça ne te fait pas peur d'habiter juste en face des hippos? Pour tes enfants, c'est pas dangereux? Ils ne sont pas dangereux. Si tu ne les embêtes pas, si tu ne leur jettes pas de pierres par exemple, Ils sont cool. ils ne sont pas violents. Mais la nuit, ils sont complètement différents. S'ils te voient la nuit, ils te prennent pour un ennemi. La nuit, c'est le moment où ils mangent. Oui. Même s'ils te voient de loin, ils vont te prendre en chasse parce qu'ils vont penser que tu vas les empêcher de manger. Alors ici, c'est un endroit particulièrement intéressant parce que ça illustre très bien les relations entre les hommes et les hippopotames. Si tu regardes, on a une étendue d'eau douce, ce qui est vital pour les hippopotames. L'autre chose qui est nécessaire pour les hippopotames, c'est ce qu'on voit là, ces grandes prairies. Ils ont besoin, ce sont des herbivores, ils se nourrissent la nuit quand ils sortent de l'eau et ils ont besoin de grandes pâtures, de milieux ouverts. Qui a besoin de ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire de l'eau et des pâtures? Tout le monde est là. Le village, les villageois, ils ont besoin de ça pour boire, pour abreuver leur bétail, pour pêcher, pour irriguer. Et ils ont besoin des terres pour faire pâturer leur bétail et pour cultiver. Et donc tout le conflit, en fait, se situe là. On a un exemple parfait. C'est qu'il faut partager. Alors, ça a l'air de se passer très correctement, mais c'est à chaque fois que l'homme va empiéter sur le territoire de l'hippopotame ou l'hippopotame sur le territoire de l'homme qu'il va y avoir des conflits. La cohabitation, ça s'apprend. À mon avis, avec les hippopotames, c'est comme un mariage. Il va falloir composer un peu. Aujourd'hui, l'hippopotame a complètement disparu du nord de l'Afrique. Chassé pour sa viande et ses dents, dont l'ivoire serait plus dense et plus blanche que celle de l'éléphant, il fait lui aussi partie des espèces menacées de disparition. Au Kenya, il est absolument interdit de le chasser. Je me rends dans le village d'Anne et Samson pour voir comment est appréhendée la promiscuité avec ces animaux. Bonjour, enchantée. Bonjour. On est venu pour les hippos. Bonjour. Tu me fais un sourire? Vous aimez les hippos? Oui, beaucoup. Vraiment? C'est parfait ça. C'est pour ça qu'on est là. Pour les hippos, pas pour bêcher? Tant mieux. Comment ça va? Bien? J'ai entendu dire qu'un homme a été tué récemment. Oui, dans ce village, certaines personnes prennent le risque de sortir la nuit. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a décidé d'aller dans les champs en pleine nuit? Les hippopotames sont sur le chemin entre ce village et la ville. Et quand il est revenu de la ville, il a rencontré les hippopotames sur son chemin. Mais beaucoup de gens doivent revenir de la ville à la nuit tombée? Non. Ce qui se passe, c'est que les gens de ce village s'arrangent toujours pour être rentrés à 18h, avant la tombée de la nuit. Si jamais il fait nuit et que tu veux quand même venir ici, il faut prendre un véhicule. Tu dois venir en voiture, mais surtout pas à pied. La nuit, on ne se promène pas à pied. Il est 17h30 et le soleil tire sa révérence. C'est l'heure du passage de relais. Les hippopotames vont prendre possession des pâtures jusqu'au petit matin. Serait-ce la solution pour vivre en harmonie avec la nature? S'accorder des temps où chacun profite des ressources communes? Ce village est un bel exemple d'équilibre. Mais pour combien de temps encore? Le nombre d'êtres humains se multiplie à une vitesse exponentielle, tandis que les mythiques animaux d'hier deviennent les fantômes de demain. La nuit sera agitée. Je me dépêche de rentrer, car en Afrique, la nuit appartient aux animaux sauvages. Je continue mon périple dans la vallée du Rift par une escale au bord du lac Naivasha. Et qui de plus indiqué qu'un pêcheur pour me le faire découvrir? Viens avec moi. Bonjour monsieur, je cherche un pêcheur. Un pêcheur?
Ces gens qui sont debout là-bas, certains sont des pêcheurs. Ok, merci. Asante. D'où je viens? De France. 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 Tu sais où c'est la France? Je cherche un pêcheur. Un pêcheur? Tu devrais aller sur les bords du lac. Ok. Et c'est par là? Oui, c'est par là. Tout droit? Merci. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Richard. Tu me cherchais? Laisse-moi deviner, tu es pêcheur. Ouais. Enchanté, je m'appelle Mana. Je te cherchais. Je peux monter? Ouais, bien sûr. Salut les enfants! « 300 000 personnes vivent aujourd'hui autour du lac Naivasha et la plupart d'entre eux sont venus pour y trouver du travail. Ce sont les plantations de roses? Oui? De ce côté-là aussi? Oui, des deux côtés. En quelques années, le Kenya est devenu un des leaders mondiaux de la production de roses. Et tout se passe ici, au bord de ce lac qu'ils utilisent pour arroser les fleurs. Une catastrophe imminente pour l'écosystème du lac qui voit son niveau baisser sans discontinuer. Quelques initiatives sont prises pour enrayer l'appauvrissement en poissons, comme les saisons de pêche qui laissent un temps pour la reproduction. Bonjour, je m'appelle Mana, enchantée. Lui, c'est Kamaï. Bonjour. Bonjour James, Mana. Et Mana, regarde. Regarde les hippos. Vous n'avez pas peur de pêcher en face des hippos? Non, ils ne peuvent pas venir. Ils peuvent, mais ils vont pas le faire. En fait, ils ont peur. Si tu t'approches, ils s'enfuient. Il paraît qu'il y a quelques années, le niveau du lac était très bas. Oui. Pourquoi? Il n'a pas plu pendant presque un an. Presque un an? Oui. Et il y a beaucoup de plantations autour qui utilisent l'eau du lac pour arroser leurs fleurs. J'imagine qu'il n'y a pas de régulation. Non, ce n'est pas régulé. Le niveau a baissé d'1 mètre? Oh, oui, c'est ça. 1 mètre et demi. 1 mètre et demi? Oui. Et depuis que les saisons de pêche ont été instaurées, il y a plus de poissons? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas assez? Pas assez. Et pourquoi? Peut-être à cause de la surpêche? La surpêche? Oui, je pense que c'est une des raisons. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vivre autour du lac? Oui. Et un poisson a aussi été introduit dans le lac, non? La carpe? Oui, la carpe. Et du saumon aussi. Ah, du saumon aussi? Et c'est bon le saumon? Vous en avez aussi? Du saumon? Ouais, beaucoup. Et la carpe, vous ne la pêchez pas? Si, on la pêche. Mais ce filet n'est pas adapté pour la carpe. Il est un peu trop petit. Une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de ce lac en sursis, qui attire une population de plus en plus importante. C'est actuellement le second plus grand lac du pays avec une superficie de 139 km². Mais si rien n'est fait pour réguler l'impact des plantations de roses, il pourrait vite devenir un étang boueux et nauséabond. La pelle est super chaude. On va rester 20 minutes environ, hein, c'est ça? Oui, 20 minutes maximum. Un maximum, hein, pas plus. Non, pas plus. Oh, c'est ton téléphone? Il est là? Oui. Ok, il referme le filet. Je l'essuie simplement? Oui, suis-les. Doucement et fais attention. Il y a beaucoup de pierres ici. Je dois maintenir le filet ouvert comme ça? Oui. Je sens déjà les poissons à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de pierres ici. S'il te plaît, fais attention. La pêche n'est pas excellente aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais ils disent que quand même les choses ont changé, qu'autrefois, même les jours où il n'est pas très beau, ils arrivaient à attraper beaucoup plus de poissons. Ils disent que c'est à cause de la pollution du lac, mais finalement aussi parce qu'ils sont à cause du travail offert dans les fermes à fleurs. Il y a aussi beaucoup plus de gens qui vivent autour du lac.
Forcément, plus de consommateurs, plus de pêcheurs et moins de poissons. Une menace supplémentaire vient s'ajouter à une sentence déjà bien lourde. Les engrais utilisés dans les plantations se retrouvent en partie dissous dans le lac et stimulent la croissance de plantes invasives. Elles prolifèrent rapidement, appauvrissent les eaux en oxygène et asphyxient doucement les poissons. À cause des engrais, les jacintes d'eau prolifèrent. Là-bas, il y a un endroit où elles ont entièrement recouvert une partie du lac. Vous voudriez que les plantations ferment? Personnellement, non. Ce n'est pas ce que je souhaite, parce que c'est une des seules sources d'emploi dans le coin. S'ils ferment, il n'y aura plus de travail. Tu n'achètes jamais de roses pour ta copine? Non, elles en ont plein dans les plantations. Ça leur fait rien. Elles ne sont pas surprises avec ça. Et puis c'est de l'argent gaspillé. Oui, c'est vrai. La jacinthe d'eau, malgré sa belle couleur bleu lavande, est considérée comme la plante aquatique la plus nocive. Elle interdit toute vie qui n'est pas la sienne. Cette espèce invasive originaire d'Amérique du Sud s'est étendue jusque dans plus de 50 pays. Qui sont donc ces producteurs de roses implantés autour du lac? J'ai entendu parler d'une plantation responsable qui a conscience de son impact et fait en sorte de le réduire au maximum. On me l'a décrite comme la plus écologique, et en voyant des zèbres brouter à côté des panneaux solaires, j'ai comme l'impression que je suis à la bonne adresse. Les propriétaires sont hollandais. Joost et sa femme Ingrid ont accepté de me faire visiter les serres. C'est incroyable. En tout, nous avons 28 hectares de production de roses. Si on calcule ça en nombre de plants, ça fait 2 millions. 2 millions de plants? Et les employés doivent passer en revue ces 2 millions de plants tous les jours. Et 2 ou 3 fois par jour pour certaines variétés, pour récolter les fleurs au bon moment. Ce qui fait qu'on produit en moyenne 150 000 fleurs. 150 000 fleurs par jour? Oui, par jour. Et on envoie ces 150 000 fleurs principalement sur le marché européen. Je me demandais, qu'est-ce qui t'a amené au Kenya? Sous l'équateur, tu as 12 heures de lumière par jour. Et la lumière du soleil, c'est le moteur de notre production. Alors qu'en Europe, il faut chauffer les serres, il faut même souvent éclairer artificiellement les roses, si tu veux avoir une production de qualité. Ici, sous l'équateur, on a tout ça gratuitement. Voilà donc pourquoi les producteurs de roses se précipitent sous ces latitudes. 120 000 tonnes de fleurs sont envoyées chaque année sur les marchés européens, ce qui fait du Kenya le premier fournisseur de roses pour l'Europe. Celle-là n'est pas bonne? Ah ouais, celle-là est abîmée. Celle-là est parfaite. Elle est droite. C'est une grande. Elle fait 70 cm. Les fleurs ne sont pas directement plantées dans le sol, elles sont dans des bacs. Et entre ces bacs et le plastique du bas, il y a des écarteurs et un receveur qui récupère l'excès d'irrigation et qui le redirige en bout de rangée où l'on collecte toute l'eau. Cet excès d'eau d'arrosage, on le stocke ensuite dans des cuves, puis on le mélange au nouvel arrosage. C'est un système complètement clos et l'eau ne s'infiltre pas dans le sol. Mais l'eau est pompée dans le lac. Dans notre cas, on a 3 sources d'approvisionnement. L'eau de pluie qui tombe sur le toit des serres est récupérée dans des réservoirs. Donc on collecte toute l'eau de pluie. Ensuite, la seconde source, c'est l'excès d'arrosage qu'on recycle.
Et pour finir, on pompe l'eau du lac. Tu as une idée du volume que vous pompez? Pour les roses, tu as besoin d'environ 3 fois les précipitations annuelles par mètre carré pour les faire pousser. Ici, au Kenya, la moyenne actuelle des précipitations est de 2 litres par mètre carré et par jour. Donc, pour faire pousser nos fleurs, on a besoin de 6 litres par mètre carré. Mais avec notre système de récupération d'eau, les 2 litres d'eau de pluie, plus, disons, 1 litre provenant des excédents d'arrosage, on a seulement besoin de 3 litres d'eau du lac au lieu de 6. On a une empreinte écologique très réduite. L'entreprise de Juste emploie à l'année 615 personnes qui coupent et emballent les roses que nous retrouvons chez nos fleuristes. Dans la région de Naivasha, une personne sur 5 travaille dans une plantation de roses et l'on vient de tout le pays pour y trouver un emploi. C'est une ressource économique non négligeable pour le Kenya. Juste m'affirme aussi que de plus en plus de producteurs responsables se mobilisent pour réduire leur impact sur le lac. C'est toujours facile de montrer du doigt une plantation en dénonçant telle ou telle chose. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres pour se faire sa propre opinion sur une plantation. De toute façon, produire des roses, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique. C'est pas très vert. La vérité, c'est que si on voulait éviter cet impact sur l'environnement, il faudrait arrêter de s'offrir des roses. Mais dans ce cas-là, on peut aussi remettre en cause la consommation du café, du thé, je sais pas moi, du chocolat, de plein de choses de notre vie quotidienne. Donc il faut faire, à mon avis, attention à choisir ce qui a le moins d'impact, mais pas toujours, j'ai envie de dire, écouter l'écologiste qui parle le plus fort et puis le chemin le plus facile. C'est-à-dire que finalement, dire que les roses qui viennent du Kenya sont les plus mauvaises pour l'environnement, je suis pas sûre que ce soit vrai. L'écologie, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est pas si simple, donc il faut pas faire de généralité. Mon voyage au Kenya se termine. Je reprends la route vers Nairobi avec un sentiment étrange. Le pays des safaris, où l'on se précipite pour admirer une faune sauvage préservée, et une nature moins affectée par l'homme que nos pays très industrialisés, n'est peut-être pas si protégée. On y voit encore une faune et une flore très éclectiques, mais pour combien de temps? Face au braconnage et à une industrialisation rampante, le Kenya parviendra-t-il à maintenir et fortifier sa position de protecteur de l'environnement ?